Je continue de m'interroger sur les rapports de la psychanalyse avec la physique. Rapport bien entendu d'analogie. Je ne vais pas plus loin que ce mot-là, analogie. C'est pas du tout une identité d'essence que je cherche. C'est juste voir en quoi la physique peut m'aider à parler de la psychanalyse. Parler de la psychanalyse, c'est-à-dire la théoriser quelque part, même si je parle de la pratique. Et donc, il y a cette histoire qui m'interroge en physique, qui est que Einstein a trouvé que, finalement, les corps ne subissaient pas des forces. Je vous renvoie à ma précédente vidéo, dans laquelle j'ai indiqué comment Einstein en était venu à donc supprimer la notion de force dans l'espace intersidéral pour le remplacer par celui de déformation de l'espace-temps. Et puis en physique subatomique, c'est-à-dire en physique quantique, on a la même chose. On dit qu'il y a des forces qui font que les particules s'attirent ou se repoussent. Et puis quand on s'aperçoit comment ça marche, c'est-à-dire en les faisant se collisionner dans le grand collisionneur du CERN par exemple, on s'aperçoit que ces forces en réalité sont aussi des particules. Ce qui maintient les particules ensemble, c'est particulièrement vrai par exemple pour les quarks qui maintiennent donc les éléments du noyau. Les quarks sont les éléments du noyau. Donc les forces fortes qui tiennent les quarks ensemble, on les appelle des gluons. Ils sont bien nommés, hein. C'est ce qui colle les particules ensemble. Eh bien, ce ne sont pas des forces, ce sont des particules, les gluons. Donc, on peut penser tout ce qui se manifeste en termes de force par autre chose qu'une force. Déformation de l'espace-temps dans l'univers subterrestre et dans l'univers subatomique, particules qui collent les particules ou qui les amènent à se repousser. Voire même qui leur confèrent une masse, puisque la masse n'est pas liée à la particule. L'électron, le proton, le quark, ce sont des particules qui ont une masse, mais oui, elles ont une masse. Ce n'est pas lié directement à la matière, la masse leur est conférée par une autre particule qui s'appelle le boson de Higgs. Donc ça peut nous aider à voir comment on peut remettre en question le concept de force. Et le concept de force en psychanalyse, il est partout. La pulsion ça pousse. Ou encore le désir. Le désir finalement c'est pas tellement différent de la pulsion, ça pousse aussi. Ça pousse à aller vers ce qui me manque. Et on parle de l'amour comme force d'attraction, de la haine comme force de répulsion. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Est-ce que ça peut nous aider à penser les choses autrement que de voir les choses autrement qu'en termes de force attractive ou répulsive? Alors, comme d'habitude, je ne fais pas seulement ces réflexions comme ça dans l'abstrait, je les fais en plongeant dans la pratique, comme Einstein, avec les expériences de pensée, comme je vous les ai expliquées dans la dernière vidéo. Dans cette vidéo-ci, je n'y vais pas par quatre chemins, cette fois je dis carrément un rêve, c'est une expérience de pensée. Déjà c'est une pensée, c'est un nez diable, puisque ça se passe dans ma tête. Et c'est une expérience, au sens où, au réveil, je peux l'interpréter, comme on interprète une expérience en physique. Par exemple, la radioactivité bêta. Je parlais de la masse des particules. La radioactivité bêta, c'est ce qui fait qu'un neutron se désintègre en un proton et un électron. Un neutron, c'est neutre, et ça se désintègre en un proton qui est positif et un électron qui est négatif. C'est logique, plus par moins, ça fait 0, ça fait le neutron. Mais c'est dans le sens inverse que la particule se désintègre. Et puis en calculant les masses, en mesurant les masses, celle du neutron initial, celle du proton à l'arrivée, plus celle de l'électron à l'arrivée, on constate qu'il en manque
un iota. Alors comme d'habitude en science on pourrait dire oui ben un iota c'est presque rien, on néglige. Eh bien non, les scientifiques ils négligent jamais ce genre de choses. S'il manque un petit quelque chose, alors qu'il y a un principe de conservation de l'énergie c'est la masse de départ devrait se retrouver dans la masse d'arrivée, hein, eh bien, première réaction, l'énergie ne s'est pas conservée. Donc il faut remettre en question le principe de conservation de l'énergie. Deuxième réaction, qui a été celle de Wolfgang Pauli, physicien autrichien, qui a fait une hypothèse, et si la désintégration ne se faisait pas en 2 corps, un proton, un électron, mais en 3 corps. Hein, et c'est discutant avec Fermi, physicien italien cette fois, que Fermi a été le seul à le prendre au sérieux, et c'est même Fermi qui a trouvé le nom de cette particule supplémentaire qui explique la différence de masse. Il l'a appelé le petit du neutron, en italien neutrino. C'est le neutrino, qu'on a découvert ensuite, bien des années après. Donc encore une fois, c'est la pensée, expérience de pensée, qui a fait dire à Pauli, eh bien non, on n'a pas à remettre en cause le principe de conservation de l'énergie, c'est juste qu'on n'a pas vu que la désintégration se faisait en 3 corps au lieu de 2 corps. Et je parle de corps, là, par analogie, bien entendu, la question de ce qui nous pousse est bien régie par le corps aussi, puisque Freud a mis la pulsion comme force limite entre le soma et le psyché. Il ne savait pas trop comment dire, il pensait que la source de la pulsion était dans le corps, mais les effets dans la psyché. Le corps, pourquoi ? Eh bien parce qu'il a des trous. Hein. Les yeux, la bouche, le nez, l'anus, le sexe, les oreilles. Tous ces trous, c'est ce qui fait la communication entre dedans et dehors. C'est par là que le vent peut souffler d'une oreille à l'autre, par exemple. Ou quand la colère sort par les narines. Ou quand la saveur s'implique dans les papilles, ou la douceur d'un son, de la musique, c'est du dedans qui rentre dehors. Bien. D'où, après, on a envie de faire du rentre-dedans, quand on est un homme, à une femme. Puisqu'il lui manque ce que, en principe, l'homme a, le phallus. Ça pousse parce qu'il y a du manque. Et la conservation de l'énergie, ici, ça serait la conservation de la surface. Il n'y a pas de trou. Il y a un trou, il n'y a pas de trou. Il y a un trou, on bouche le trou. Conservation de l'équidité de la surface. J'avais dit que je commencerais par un rêve, j'ai fait tout un prologue pour faire de la théorie, c'est pas grave, je continue à faire une expérience de pensée par le récit d'un rêve. Je vous le raconte à l'envers, c'est-à-dire comme il m'est venu, très souvent, je commence par me rappeler de la fin du rêve pour ensuite revenir au début. Donc je vous le raconte dans l'ordre inverse. C'est un type qui promène son poisson dans une rivière canalisée, donc toute droite. Lui, il est sur le bord de la rivière, sur les bords, les quais en béton en quelque sorte. Et le poisson, il est dans la rivière. C'est un poisson assez conséquent, une 50 cm de long environ, un peu dodu comme ça, multicolore, mais pas des raies bien marquées, des raies un peu bizarroïdes, beaucoup de couleurs, et une gueule un peu maussade. Vous savez, les poissons, en général, ils font la gueule, ils sont comme ça. Les dauphins, eux, ils rigolent. Les poissons, ils font la gueule. Bon, c'est normal, leur destin, c'est d'être pêchés, ils doivent le savoir, alors ça les fait chier quelque part. Bref, ce poisson, il fait la gueule. Et le maître du poisson le promène, non pas en le tenant en laisse, ça c'est pour les chiens, mais lui, il a une espèce de long bâton, très fin, au bout duquel il y a une espèce de pompon, comme ceux qu'on met sur les bonnets, vous savez,
qu'on mettait autrefois sur les bonnets, c'est plus trop la mode. Et c'est un pompon multicolore, donc qui rappelle le multicolore du poisson. Et avec le pompon, il pousse le poisson du côté de la gueule pour lui indiquer la direction qui est remonter le courant. Le poisson se laisse faire, tout en continuant à se faire un peu la gueule. Parce que, après tout, ça n'a pas l'air d'être son truc, mais il se laisse faire. Et comme moi, je regarde la scène de loin, je vois la gueule du poisson, j'ai un peu de pitié pour lui, quoi. Et je le fais remarquer au maître du poisson. Je dis quelque chose comme votre poisson, quand même, il fait la gueule, quoi. Pas très content. Et le gars, il s'esclaffe. Il s'esclaffe comme le type qui ne s'est jamais posé la question, quoi, du bonheur de son poisson. Ce qui me fait penser à un koan zen où le disciple se trouve sur un pont à côté du maître et le maître dit vois-tu la joie des poissons dans la rivière? Et le disciple de dire mais maître, tu nous as toujours enseigné que on ne pouvait rien savoir de l'autre. Comment peux-tu savoir la joie des poissons dans la rivière, toi qui es sur le pont? Et le maître répond, par ma joie sur le pont. Très intéressant au niveau de la psychanalyse. Effectivement, je ne cesse de professer qu'on ne sait rien de l'autre et qu'il faut arrêter de parler de lui, en particulier de parler de cas. C'est pourquoi je parle de moi-même, je parle de ma joie sur le pont. En l'occurrence, je parle de la maucidité. Je parle de la nostalgie du poisson dans la rivière, tandis que je parle aussi de l'insouciance du maître, qui sont finalement deux figures de moi-même. Il y a en moi quelqu'un qui guide, c'est sans doute le moi et le surmoi, et il y a quelqu'un qui se fait guider, qui ressemble à un phallus d'ailleurs, et qui est le poisson. C'est pas ce qui se passe dans la réalité, parce que dans la réalité, mon phallus, c'est lui qui me guide. Quand je ressens une sensation pas possible au niveau de l'entrejambe, je suis conduit à me masturber ou à avoir un rapport sexuel. C'est pas moi qui guide, c'est lui. C'est lui le maître. Et donc j'ai inventé une situation en rêve où je rétablis la situation. Ce qui rend le poisson un peu maussade, forcément. Je ne vois pas pourquoi je fais ça d'ailleurs en rêve, parce que dans la vie de veille, je n'ai aucun souci avec le plaisir sexuel. J'ai perdu depuis longtemps l'idée que c'était coupable et qu'il ne fallait pas. Je suis devenu totalement réfractaire à tous les enseignements des religions qui disent qu'il faut se réfréner là-dessus. Et même, j'ai pris assez de distance avec mon angoisse de castration qui me dirait que c'est la sanction quand on prend un plaisir. On le paye de la castration. La castration, elle est aussi mise en scène dans ce rêve, puisque le poisson est séparé du maître. L'un est dans l'eau, l'autre n'y est pas. D'où peut-être la nostalgie du poisson aussi. Deuxième partie du rêve, qui en réalité était la première partie. Je suis au bord d'une rivière, c'est pas la même. Cette fois, c'est une rivière un petit peu plus sauvage, plus large aussi. Et je suis debout dans une espèce de yole, très pointue à l'avant et un peu carré à l'arrière. Je suis à l'arrière avec une grande pagaie, je suis debout et je pagaie tant que je peux, d'un côté, de l'autre. La yole, elle veut pas bouger. Elle reste comme ça sur le bord. Et puis tout d'un coup, alors que je m'assois et que je pagaie pas du tout, je me sens emporté à contre-courant, à une vitesse assez importante, sur le lit de la rivière, que je remonte donc. Je remonte même une cascade. Pas une cascade verticale quand même, ça c'est les saumons qui font ça. Mais une cascade à 30 degrés environ, avec quand même quelques vagues. Donc je remonte ça sans effort. Et ça continue.
Et je me dis, mais comment est-ce possible? Je suis vachement étonné. Je me dis, bah, c'est peut-être le vent. Hein, peut-être que mon dos fait une prise suffisante au vent pour m'amener comme ça, à cette vitesse-là, à remonter le courant. Vous voyez que dans le rêve lui-même, expérience de pensée, je m'interroge sur quelle est la force qui me pousse. Je continue le récit du rêve et j'arrive dans une espèce d'immense grotte, à l'entrée de laquelle il y a quand même quelques constructions, des trucs bizarres qui me font penser à une usine, vraisemblablement usine hydroélectrique, ce qu'on trouve des fois dans les sources, la grotte étant vraisemblablement la source de la rivière. Vous voyez, je remonte à la source de la pulsion, si on veut parler en termes de pulsion. Puisque Freud distinguait pour la pulsion 4 caractéristiques, sa source, sa force, son but et son objet. Sa force, c'est la vitesse avec laquelle je suis remonté. L'objet, c'est la grotte, puisque c'est là où j'arrive, qui est confondu en quelque sorte avec la source. Et l'objet, le but de la pulsion, dit Freud, c'est la satisfaction. Et la satisfaction, c'est d'avoir l'objet. L'objet, c'est ce par quoi la satisfaction est possible. Donc je passe un petit peu ces constructions hydroélectriques et je vais jusqu'à ce qu'il y ait plus que du rocher. Et là, bah, je ne peux pas remonter plus loin, alors j'essaie de redescendre. Mais en redescendant, je reviens dans l'usine en quelque sorte, et là, je vois des grillages partout, et je ne sais plus par où passer. Je ne sais plus par où je suis passé pour monter. Et je me dis qu'il faut quand même que je retrouve la rivière pour rentrer chez moi. Mais je ne trouve pas. Réveil. Non, pas réveil, puisque c'est là que je passe à la deuxième partie du rêve, qui est aussi la remontée d'une rivière, mais par le poisson. Vous voyez que j'ai deux identifications possibles, soit un corps séparé du poisson phallus, soit je suis moi-même le saumon qui remonte la rivière. Je ne suis pas un saumon. Mais quand même, on dirait que ça marche comme chez les saumons. Il faut remonter à la source, c'est-à-dire au lieu de la naissance, parce que c'est ça qu'ils font les saumons. Parce que la grotte, c'est ça, hein, c'est l'utérus de maman, dans lequel, quand j'y suis arrivé, bah, ça me fait une belle jambe, faut que j'en ressorte. Et donc la satisfaction, peut-être qu'il y en a vaguement une, mais visiblement, elle n'est pas... la satisfaction totale, ça serait que je puisse en ressortir. Et je peux pas. Donc s'il y a insatisfaction, on comprend qu'il y a après volonté d'être satisfait, désir d'être satisfait, de rechercher un autre objet qui puisse permettre la satisfaction. Mais la grotte est-elle un objet puisqu'elle est un trou? Elle est un trou dans une surface. Donc c'est peut-être ça. Déception, je vais au bout du trou, il n'y a rien. Peut-être que comme d'habitude, puisque j'ai fait tellement de rêves, où ce que je vais chercher dans la grotte, c'est mon phallus, oublié, eh bien là je ne trouve rien, d'ailleurs je ne cherche rien non plus, hein, je m'en vais quoi, puisque j'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé l'objet qui pourrait m'amener à la satisfaction. D'où, sans doute, la force qui revient, rêve après rêve, pour me faire remonter à nouveau, comme le saumon, jusqu'à la source. On a vu dans la deuxième partie du rêve que celui qui veut faire le maître, c'est-à-dire celui qui a un long bâton cette fois, c'est-à-dire cette fois une pagaie, eh bien, tandis que dans le morceau de rêve précédent, c'est le poisson qui n'est pagaie. Là, j'ai une pagaie, mais j'arrive à rien. C'est-à-dire par la volonté, je n'arrive à rien.
je ne peux rien faire décoller. Par contre, après, ça se fait tout seul. Quand je laisse ça opérer, ça marche. La force fonctionne. Autrement dit, la force de la volonté, c'est rien. La force du ça, c'est tout. Étrange. Ce pourquoi, je pense, j'ai dû faire aussi le rêve suivant, où la force de la volonté, c'est-à-dire le surmoi, c'est-à-dire le type qui guide le poisson, lui, il peut tout. Le poisson, il peut rien. Le poisson qui représente le ça, là, il est complètement maîtrisé. Vous voyez que ça peut s'inverser du tout. Il peut y avoir un état et puis l'autre état. Et comme en physique quantique, c'est le même rêve, donc les deux états sont superposés. Et selon mon point de vue d'observateur qui mesure, comme en physique quantique, au moment où je mesure, je trouve un état ou l'autre état. L'un état étant celui où le surmoi ne peut rien, tandis que le ça peut tout. L'autre mesure, c'est l'inverse exact. Le surmoi ne peut rien, le surmoi peut tout, et le ça ne peut rien. Il se laisse guider. Donc l'analogie avec la physique quantique continue à ce niveau-là. Et la force de la pulsion, puisque Freud mettait cette force au principe de la pulsion, c'est-à-dire c'est l'un des 4 caractéristiques de la pulsion, elle se mesure au fait que je peux même remonter une cascade. Donc, il y a même une représentation de la quantité de force. Comme je l'avais repéré dans d'autres rêves, où cette fois c'était la hauteur des vagues, qui était plusieurs étages d'immeubles, qui me montrait la force de la pulsion. C'est-à-dire que une quantité de sentiments, c'est très difficile à mesurer. C'est quelque chose qui s'éprouve. Mais néanmoins, le rêve essaie d'en trouver une représentation. Autrement dit, comme en physique quantique toujours, finalement, la force de la force, la quantité de force, ce qu'on ne peut pas représenter, eh bien, on en trouve quand même une représentation. C'est-à-dire que, comme en physique quantique, la force, c'est finalement une particule. C'est aussi une particule. Là, ce qui est trou, c'est aussi une représentation. Et j'appelle force, ça peut s'appeler aussi trou, comme la grotte qui est un trou dans la montagne, c'est ce qui m'attire, en quelque sorte. Hein. C'est la source de la pulsion. Eh bien, c'est un trou. Plutôt que de l'appeler force, on pourrait aussi bien l'appeler trou. Et la représentation, l'appeler surface. Et comme je le disais au début, finalement, le trou appelle au bouchage du trou. Mais le trou ne peut jamais être bouché, on n'obtient pas satisfaction, et on cherche un autre bouchon du trou. Un autre boson de X pour conférer sa masse, c'est-à-dire, finalement, sa gravité, à la représentation. La représentation, le trou a été fait aussi par séparation d'un morceau de corps. Le poisson séparé du corps du maître, alors le phallus séparé du corps, c'est la castration, et l'enfant séparé du corps de la mère, l'enfant phallus de la mère, c'est le bouchon du trou qui s'en va. Ce qui explique pas mal de baby blues chez les mères, qui ne savent pas pourquoi, mais une fois qu'elles ont accouché, elles font la gueule comme le poisson. Parce que le bouchon du trou n'est plus là. Elles avaient trouvé enfin un bouchon à la castration,
et il n'est plus là. Bon, après, en général, elles reprennent du poil de la bête ou des écailles du poisson, et elles se mettent à faire des risettes et des rougnougnou et des radadas avec le petit bébé, et ça redevient un bouchon, mais d'une manière plus distanciée, où on accepte la distance. Je parle d'amour, là. Le trou explique en quelque sorte l'amour que je porte à ma mère, pour remonter comme ça, aussi bien comme phallus, c'est-à-dire comme poisson, que comme mon corps entier, dans l'aïeul, à remonter vers la source de la pulsion qui est en même temps le but. Hein. C'est une boucle. Ça pourrait aussi s'appeler l'amour. Mais j'y fais un autre rêve, le lendemain, dans lequel, partant en rando, en vélo avec des copains, je m'aperçois que j'ai oublié toutes mes affaires. Pas de pull au cas où il fait froid, pas de sac de couchage pour la nuit, pas de slip de rechange, que dalle. Donc comme ça se passe au pied de chez moi, je remonte chez moi pour aller chercher tout ça. Et je prends l'ascenseur, il se trouve qu'il y a une vieille dame qui est là. Et je suis très étonné parce que à la place des boutons de l'ascenseur, c'est l'ascenseur de chez moi, ma tour qui fait 32 étages, j'habite au 23e. Mais à la place des boutons, il n'y a pas de boutons. Il y a une espèce de plaque avec une très grande fente au milieu, avec un curseur. Et je ne sais pas comment on manipule ce curseur, d'autant plus que il n'y a aucun numéro d'étage de noté. Par contre, la vieille femme qui était avec moi, elle a l'air de savoir faire. Donc c'est elle qui manipule le curseur jusqu'à ce qu'elle a un endroit où elle doit savoir, c'est mon 23e étage, et là elle va plus doucement, elle va un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, elle teste un peu, et paf, elle trouve pile le bon étage. Donc je sors, je suis immédiatement dans mon appartement, je me déshabille tout de suite pour aller chercher mes vêtements dans le placard, et je me balade tout nu dans les couloirs pour aller chercher mes vêtements dans le placard. C'est à ce moment-là que j'entends la voix de ma mère qui m'interpelle. J'ai peur d'être surpris tout nu dans le couloir, ça va pas. Et je vais vite me cacher, d'autant que j'ai envie de pisser, dans les chiottes qui se trouvent là, juste à côté du placard à vêtements. Et là, il y a ma mère qui continue de m'interpeller, et je lui fais « ta gueule !» Vraiment, c'est un... J'y mets toute la haine dont je suis capable dans ce ta gueule. Mais tu m'emmerdes, quoi. Fous-moi la paix. Bon, d'une part, t'as failli me surprendre tout nu, et puis maintenant, quoi, tu veux t'occuper de mes affaires D'accord, je sais plus où j'ai mis mon sac, je sais plus où sont mes affaires, mais je vais trouver, t'inquiète. Bref. Je retrouve là la mère qui m'indiquait le fonctionnement de la salière quand j'avais 30 ans, et auquel mon père a dit « mais tu t'occupes de ton fils comme s'il avait encore 5 ans ». Et ma mère de confirmer « mais pour moi, il a toujours 5 ans ». Donc c'est ça, on a du mal là, à se décoller un peu. Hein, le gluon, il est là. Le gluon du trou. Et là, c'est je qui essaie d'opposer une force répulsive à l'égard de cette force attractive qui m'empêche de vivre ma vie. Et effectivement, qu'est-ce qui me fait remonter vers la source là? Parce que je remonte chez moi. C'est la même chose que les deux autres rêves. Hein, le décor est complètement différent, on peut dire c'est un autre rêve, ça parle d'autre chose. Ah non, mais pas du tout. Ça parle bien de la même chose. Je remonte tel le saumon, mais en utilisant l'ascenseur. Et pourquoi? Cette fois c'est clair, parce que j'ai oublié mes affaires. Alors,
qu'est-ce qui va dire que mes affaires, c'est le phallus? Alors, ce qu'il va le dire, c'est le poisson de l'autre rêve. Ok. Mais j'ai tellement rêvé de fois que j'oubliais quelque chose que j'allais chercher, que ça peut devenir les rails de l'habitude. Faut se méfier des rails de l'habitude. Moi, j'interprète ça parce que j'ai l'habitude de l'interpréter comme ça. Pourquoi là je dis mes affaires, c'est-à-dire dans le rêve explicitement c'est mon pull, mes slips, mon sac de couchage, etc. Pourquoi je l'interpréterai comme le phallus? Parce que dès que j'arrive en haut, je me déshabille et que je me trouve tout nu dans le couloir et que c'est là que ma mère m'interpelle. Je risque d'être surpris à poil. À poil, c'est-à-dire qu'on va voir mon zizi, on risque de me couper le zizi parce que je me balade à poil. C'est ça l'idée. Je suis déjà coupé de mon zizi, c'est les affaires que je viens chercher, que je peux interpréter grâce à cet instant où je suis à poil et où d'ailleurs je me réfugie dans les WC parce que j'ai envie de pisser. C'est aussi une façon de mettre en jeu le zizi, mais par sa autre fonction, la fonction urinaire, c'est un déplacement. De même que les affaires, mes vêtements, sont dans le placard juste à côté, c'est un déplacement, une métonymie. C'est à côté d'eux, mais ça indique toujours la même chose, le phallus. Et là, c'est lui qui me conduit dans les chiottes. Et c'est lui qui m'a conduit à remonter, encore une fois, parce que j'allais partir, mais je suis rappelé par ça. Parce que j'ai oublié chez maman. Parce que le chez moi, là, c'est chez maman. Et donc la vieille dame dans l'ascenseur, c'est maman aussi. Et qu'est-ce que c'est monter dans l'ascenseur avec une femme, vieille ou pas? C'est s'envoyer en l'air. Autrement dit, c'est un rêve qui met en scène, non pas crûment, mais métaphoriquement, une scène d'acte sexuel avec ma mère. Et en effet, je suis dans cet ascenseur où il n'y a pas de bouton. Embêtant. Mais la vieille dame sait faire. Moi, je ne sais pas. Elle sait. Donc ça me ramène à ce moment où j'étais tout petit et où je me revois bébé dans mon lit et ma mère est en train de jouer avec mon zizi en riant aux éclats et ça me fait rire aux éclats. Parce que elle sait comment on fait un acte sexuel, moi je ne savais pas. C'est ce qui est remis en scène dans cet ascenseur. Elle sait se servir de l'ascenseur. Et qu'est-ce que l'ascenseur ? C'est justement une fente avec un curseur dans la fente. Autrement dit, une vulve avec un phallus. Elle sait manipuler le curseur. Elle, c'est exactement ce qu'elle faisait en manipulant mon zizi. Petit problème par rapport à la physique quantique, si j'en reviens toujours là, c'est que la physique quantique nous apprend qu'il y a des quantas, c'est-à-dire l'énergie, c'est plus 1 ou moins 1, mais c'est pas 1,75 ni 1,33, ni 1,092. C'est pas possible. C'est toujours des quantités, c'est 1 ou 2 ou 3, ou moins 1, moins 2, moins 3. C'est des quantités entières, fixes. On ne peut pas modifier cela. Je reprends l'exemple d'Étienne Klein qui est aussi très parlant, c'est que quand je veux acheter un paquet de beurre à Monoprix, eh bien c'est par paquet de 250 grammes. Point barre. On ne peut pas demander 193 grammes de beurre. Ça se faisait autrefois chez l'épicier qui coupait le beurre dans la motte avec le fil à couper le beurre, mais c'est plus ça maintenant, c'est les quantas. Donc, les boutons, c'est des quantas d'étage. On peut aller au 23e ou au 22e ou au 32e, mais on ne peut pas aller au 2,5e étage, ni au 22,35e étage. La même chose. L'ascenseur est quantique. Mais justement, mon ascenseur à moi, dans mon rêve, ne l'est pas. Il y a un continuum.
Donc vous voyez que quelque part, l'analogie à la physique quantique ne marche pas partout, mais en même temps, elle nous aide à réfléchir. Parce que là, il est aussi question de la force qui pousse. Qu'est-ce qui pousse l'ascenseur à s'élever? La question n'est même pas posée. Alors que dans le rêve précédent, je me posais la question à l'intérieur même du rêve. C'était le vent, je disais. Et quand on dit c'est du vent, c'est-à-dire c'est rien. Bon, d'un côté, en météorologie, on sait bien que le vent, il va d'un endroit de haute pression vers un endroit à basse pression. C'est-à-dire là où il y a un trou d'air, en quelque sorte. Il y a de l'air qui vient remplir. Ça fait du vent, entre les deux. Mais si je le prends au plan linguistique, évidemment, quand je dis c'est du vent, c'est-à-dire c'est du rien. Du rien, c'est-à-dire c'est du trou. C'est effectivement le trou qui pousse, analogie avec la théorie de la relativité, c'est une déformation de l'espace-temps. Une déformation de la surface au sens où il y a un trou dans la surface et on tombe dans le trou. Et c'est ça dont on peut dire après coup que ça pousse, ou qu'il y a une force, mais c'est tout simplement qu'il y a un trou. Un trou, c'est-à-dire un manque. Et on se représente le manque par une surface aussi, c'est-à-dire la surface qui manque. Les vêtements qui me font remonter, le phallus qui manque, qui me fait remonter. Le chercher chez maman. Alors d'autant plus chez maman qu'elle sait manipuler le curseur dans la fente. Elle sait manipuler les zizi. Elle le sait très bien qu'elle fait des allers-retours, comme dans un acte sexuel, on fait des allers-retours, jusqu'au moment où il y a, cette fois il y a un saut quantique. C'est-à-dire qu'on passe du plaisir à la jouissance. Et c'est pas un continuum, tout d'un coup il y a il y a un saut qui fait que ça explose. Renouvelle analogie avec la physique quantique. Et c'est bien ce trou de la castration, ce trou dans le corps, qui pousse à l'acte sexuel, y compris avec la personne qui a eu un trou dans son corps en me laissant sortir de son corps, quoique avec quelques réticences. Et ces réticences, qui se sont exprimées par le fait qu'elle veut me garder bébé, ces réticences entraînent cette autre force répulsive qu'est ma haine. Ta gueule, que j'y dis. Comme en plus elle ne m'écoutait pas, et qu'elle ne m'a jamais écouté de sa vie, effectivement, quand elle cause, c'est une revanche dans mon rêve. J'ai envie de lui dire ce que je lui ai jamais dit de toute ma vie. Ta gueule. Que je puisse m'exprimer quand même, enfin. Parce que même dans l'ascenseur, c'est elle qui conduit. C'est pas moi. C'est elle qui manipule le zizi. Comme dans le premier bout de rêve, c'était le guide qui manipulait le poisson. Bon, voyez qu'en faisant ces sauts quantiques, de la physique à la psychanalyse, on peut trouver une inspiration pour réfléchir. Des analogies, afin de ne pas... à condition de ne pas chercher l'analogie à tout prix, et quand on voit que ça ne marche pas, quand je vois mon continuum à la place des cantas dans les boutons de l'ascenseur, eh bien, on admet que ça ne marche pas. Et puis des fois, ça marche, ça aide à réfléchir. Ça aide éventuellement à remplacer une théorie des forces, l'amour, le désir, la pulsion, la haine, par une topologie, les surfaces, les trous. Et les surfaces qui bouchent les trous. Bon, voilà. Non, pas voilà. Oui, j'ai oublié de vous dire. Dans la grotte, il y avait donc cette espèce de machin que j'ai traduit comme une centrale hydroélectrique.
effectivement, les centrales hydroélectriques, ça produit de l'énergie. L'énergie est une autre façon de parler de la force. C'est avec de l'énergie qu'on fait avancer les trains, qu'on fait décoller les avions, qu'on fait monter les charges dans des grues. Donc cette énergie, c'est une autre façon encore de parler de ce qui nous meut, de ce qui nous émeut. Dans d'autres vidéos, je vous ai parlé du sentiment comme étant l'amour, la haine ou l'indifférence. Le sentiment étant ce trou qui fait symbolique. Tout à l'heure, je vous parlais d'une boucle, de ce que le but, c'était finalement la source. Donc ça fait un tour, ça fait une boucle, ça fait un trou. Ça fait un trou parce qu'il y avait un trou à la base. Et il faut faire tout un trou, tout un travail qui fait trou pour permettre à l'énergie, c'est-à-dire l'usine d'énergie, elle se trouve effectivement dans le trou. Le rêve est bel et bien une expérience de pensée qui me fournit les éléments pour théoriser ce qu'il en est de l'inconscient. Et donc, au niveau de ces sentiments, je suis bien obligé de me rendre compte que, à l'intérieur de ma tête, voire à l'intérieur de mon corps, il y a ces deux états superposés d'amour et de haine, c'est-à-dire d'attraction et de répulsion. L'attraction s'adresse plutôt à ma mère archaïque, c'est-à-dire à l'utérus de ma mère. La répulsion s'adresse plutôt à la mère qui a été celle que j'ai eue après 5 ans et qui aurait préféré, elle aussi, que je revienne dans son utérus. Mais de celle-là, j'ai eu besoin de haine pour m'en séparer. Celle aussi qui écoute rien, effectivement, j'ai besoin de lui dire ta gueule. Et les deux états coexistent dans ma tête et dans mon corps, comme états superposés. Simplement, comme en physique quantique, quand j'applique l'instrument de mesure du rêve sur l'inconscient, de temps en temps, je tombe sur l'amour, remonté comme le saumon vers la source, soit la haine et le « ta gueule, tu me lâches un peu ». C'est selon. J'ai des probabilités, comme on dit en physique quantique, j'ai tant de probabilités de tomber sur l'une et tant de probabilités de tomber sur l'autre. Et ça, je ne sais pas le mesurer. Je ne maîtrise pas plus que je ne maîtrise l'aïeul qui remonte. Bon, ce coup-ci, voilà.